Olivier Faure. Bonjour. Dans 3 jours seulement sera présenté au Conseil des ministres le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire. Et pas seulement, c'est aussi le texte qui prévoit la vaccination obligatoire pour les soignants, par exemple. Il faut un consensus politique pour que ce texte soit rapidement validé par l'Assemblée et le Sénat. Est-ce que les socialistes vont voter ce texte ? Écoutez, d'abord je vais vous dire d'où je parle. Je parle comme quelqu'un qui s'est fait vacciner à 2 reprises. Tous mes enfants le sont, tous ceux qui ont plus de 12 ans en tout cas, ont été vaccinés 2 fois. Et donc, je suis évidemment partisan de la vaccination massive parce qu'elle est, à ce jour, la seule protection connue pour toutes et tous. Nous vivons en société et nous avons besoin de nous protéger les uns et les autres. C'est ainsi que nous parviendrons à l'immunité collective. Donc, c'est de là que je parle. Après, je vois aussi ce que le président a pu dire à plusieurs reprises. Il a d'abord dit que il considérait qu'il n'y avait pas de vaccination obligatoire. Elle l'est devenue pour une partie des professionnels, notamment de santé. Je soutiens cette mesure parce que je crois aussi que quand on est au contact de personnes fragiles, la nécessité, c'est de se vacciner pour ne pas être porteur du virus, pour ne pas être en situation de contaminer les autres. Et il y a ensuite la question du pass sanitaire. Je me rappelle aussi de ce que disait le chef de l'État. Et si on ne veut pas créer de la défiance, si on veut maintenir de la confiance, il faut parfois être fidèle à ce que l'on a dit. Et que disait le président de la République ? Il disait que pour les actes du quotidien, le pass sanitaire ne pourrait pas s'imposer. Et donc il y a là un périmètre de contrainte qui me semble un peu large. Mais il n'y avait pas de Delta à l'époque, de variant Delta. Il n'y avait pas de variant Delta, c'est vrai. C'est ce qui a changé, en fait. Mais le variant Delta, comme le variant indien, comme l'ensemble des variants... C'est le variant indien, le variant Delta en l'occurrence. Le variant alpha ou britannique. Comme le variant alpha britannique, comme d'autres. La réalité, c'est que, en fait, nous connaissons des variants qui évoluent au fur et à mesure. Et pour le moment, nous n'avons pas d'indication qui nous permettent de penser qu'il est plus dangereux ou qu'il va être plus mortel que les autres. Donc, le variant Delta est en tout cas beaucoup plus contagieux, 60% plus contagieux que le variant alpha, qui lui-même était 50% plus contagieux. Je vous ai dit d'où je parlais, c'est-à-dire je suis à fond pour la vaccination. Simplement, je considère que pour les actes de la vie quotidienne, je pense par exemple au fait d'accéder à un centre commercial. Je pense que là, il y a un problème, il y a un sujet. On ne peut pas empêcher les gens de manger parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Voilà un exemple qui doit être corrigé, me semble-t-il, au Parlement. Je précise qu'ils peuvent quand même aller au restaurant avec un test antigénique ou PCR négatif au supermarché également. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous faites vos courses, vous devez présenter un test, etc., alors qu'ils seront payants. On voit bien Ils seront payants à l'automne. On voit très bien quelle est la volonté, c'est d'arriver à pousser progressivement les gens à la vaccination. C'est une incitation que je comprends parfaitement, mais il y a quand même quelques limites à fixer et je pense qu'on ne peut pas avoir un raisonnement qui finisse par être discriminatoire par rapport à des gens qui refusaient de se faire vacciner. Je préférerais une approche qui soit une approche, au contraire, de pédagogique, qui permette, comme en Allemagne, par exemple, avec Angela Merkel, qui explique aux uns et aux autres que la vaccination, c'est la seule façon de vivre ensemble et libre. Alors, vous trouvez, Olivier Faure, que nous tournons autour du pot, il faut aller vers la vaccination obligatoire directe pour tous? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense c'est une question. Oui, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense que si on veut maintenir un minimum de confiance dans le pays, si on ne veut pas fracturer davantage ce pays qu'il ne l'est déjà, je pense qu'il faut avoir une attitude qui soit la plus pédagogique possible, arriver à faire la démonstration, et c'est pas si difficile à faire, que le vaccin est notre chance. Regardez ce qui se passe en Tunisie actuellement. Vous vous rendez compte qu'en ce moment, en Tunisie, on a des gens qui, après 60 ans, ne peuvent pas accéder à la réanimation. Ils cherchent des vaccins. Ils ont besoin d'avoir, les moyens que nous avons, dont nous disposons déjà. Ils nous envient tellement. Et nous sommes en France en train de dire que, franchement, de peur de je ne sais quoi, qu'ils nous poussent un bras en plus, un œil supplémentaire. Enfin, je vois bien qu'on a toute une série de craintes qui sont parfaitement injustifiées. C'est un vaccin. Il ne s'agit pas d'un traitement qui serait... Ça fait 9 ans que les gens travaillent sur l'ARN messager. Ça fait 9 ans qu'en réalité, nous nous préparons à cette technologie. Et aujourd'hui, l'évidence, c'est que nous sommes des millions à travers le monde à avoir déjà reçu ce vaccin et personne, tout le monde va bien. Donc il faut arrêter de propager des rumeurs, des fake news qui évidemment
crée des craintes qu'on peut considérer comme légitimes, mais enfin qui ne sont pas justifiées parce que la seule façon de s'en tirer, la seule façon de vivre libre, puisque c'est quand même ce que nous voulons, c'est de se vacciner massivement. Et c'est, à vous entendre, c'est presque une part de responsabilité de la part d'Emmanuel Macron et de ce changement de pied sur le pass sanitaire qui a poussé une partie de la France dans la rue ce week-end. 20 000 personnes qui se sont opposées avant-hier à l'extension du pass sanitaire. Vous la comprenez, cette colère, et vous pensez qu'Emmanuel Macron a une responsabilité ? Ce que j'observe, c'est qu'Emmanuel Macron, au début de la vaccination, était vraiment moderato. Il y avait Morissette qui était vacciné, on trouvait que c'était très bien, ça suffisait largement. Puis après, il y a eu une accélération, puis après une décélération. Enfin, on ne comprend jamais exactement où est le chef de l'État. Mais ça a joué dans la mobilisation des Ça joue des forcément. opposants. Ce qu'il faut dire de manière constante, et regardez ce qui s'est passé, nous n'avons eu aucune vraie campagne incitant à la vaccination. La seule campagne que je connais, c'est celle de l'ARS PACA, qui a fait une très belle campagne, qui montre justement quels sont les bienfaits de la vaccination et ce que ça permet la vaccination. Plutôt que d'arriver par la contrainte ou d'arriver, j'aurais préféré qu'on arrive justement par la pédagogie, par l'encouragement et qu'on fasse en sorte que les Français acceptent et comprennent. Mais on a encore le temps de la pédagogie, puisque le variant Delta, Jean-François Kelly le disait, change la donne. Le variant Delta change la donne, mais justement, il faut faire passer ce message qu'avec le variant Delta, nous risquons une 4e vague, et donc qu'il y a là un danger collectif d'être à nouveau confinés, d'être à nouveau dans une situation où nous ne pourrons pas accéder à d'autres commerces que les commerces essentiels, que nous ne pourrons plus avoir les lieux de culture ouverts, etc. Donc nous avons intérêt, les uns et les autres, à se faire vacciner. Mais vous dites quoi ? Tout ça manque de pédagogie. Regardez ces personnes qui ont crié dictature en levant le poing, ou certains portaient même l'étoile jaune dans ces manifestations. C'est absurde. Oui. Absurde. Enfin, là aussi, on a parlé d'Emmanuel Macron. Parlons aussi de celles et ceux qui, aujourd'hui, véhiculent ce type de discours. Comment peut-on comparer la vaccination à la Shoah, à l'apartheid ? J'ai même lu des gens qui parlaient de viol. Enfin, c'est scandaleux de dire des choses pareilles. Ne serait-ce que par égard pour les vraies victimes. Celles de l'apartheid, celles de la Shoah, les femmes violées. Comment peut-on arriver à de pareilles aberrations ? Parce que ça à la fois outrancier, mais c'est aussi une façon de relativiser les vrais crimes, les vrais drames. Et donc, évidemment, c'est tout l'inverse. La vaccination, c'est pas fait pour mettre les gens dans des camps et les faire mourir. C'est fait au contraire pour sauver des vies. Bon, c'est ça qu'il faut arriver à répéter. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, vous restez avec nous. On jette juste un coup d'œil sur le fil info à 9h-20 avec Diane Ferschit. 81 morts, le bilan qui reste provisoire ce matin des inondations en Allemagne après les très fortes intempéries, principalement dans la région du Rhénanie-Palatinat. La chancelière allemande Angela Merkel a prévenu, il faudra plusieurs jours pour voir l'étendue de la catastrophe. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et en Belgique, ce sont au moins 12 personnes qui sont mortes dans ces intempéries. 96% des personnes contaminées dernièrement par le Covid avec des symptômes n'étaient pas totalement vaccinées. Précision du ministre de la Santé, Olivier Véran. Alors que l'on compte en moyenne 5000 nouveaux cas par jour depuis une semaine. Et depuis les annonces d'Emmanuel Macron, c'est l'affluence dans les centres de vaccination, une prise de conscience chez les Français qui hésitaient. Salue le chef de l'État. Après 9 mois de fermeture pour cause de crise sanitaire, la Tour Eiffel rouvre ses portes, port du masque obligatoire et jauge dans les ascenseurs, précise sur France Info le directeur d'exploitation du site. Le pass sanitaire sera nécessaire pour visiter le monument à partir de mercredi prochain. 19e étape du Tour de France de Mourinx à Libourne, étape pour sprinter, 207 km à parcourir aujourd'hui. Et sauf surprise, à 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Tadej Pogačar, toujours en jaune, devrait conserver son avance au général. France Info. Le 8h30 France Info, Laurent Sénéchal, Jean-François Akili. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Emmanuel Macron poursuit son tour de France aujourd'hui à Bagnères de Bigorre, à Fleurban, la campagne présidentielle. Anne Hidalgo a réuni ses soutiens à Villeurbanne. C'était lundi dernier. Vous y étiez, Olivier Faure. Lancement officieux de sa candidature. Elle est votre candidate, au fait ? Elle n'est pas encore candidate. Oh, vous êtes sûr de ça ? Non, je ne suis pas sûr, parce que je vois bien qu'elle avance. Et je me félicite du fait que progressivement, elle avance vers une candidature. Elle avance vers une candidature. Enfin, elle est candidate puisqu'il y avait tous ses soutiens, il y a eu des discours, c'était explicite.
il y a des femmes, des hommes engagés, notamment tous ces maires de France qui soutiennent cette candidature, qui l'appellent à faire ce pas décisif vers une candidature à l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'il y aura Anne Hidalgo candidate, à vous entendre, c'est quand même ce qui se profile. 4 candidats pour l'instant à la primaire écologiste, 4 ou 5. Il y a aussi la candidature de Jean-Luc Mélenchon. À gauche, pour l'instant, chacun est dans son couloir. Comme vous dites, pour l'instant, chacun est dans son couloir. C'est le pour l'instant que vous retenez. Mais ça veut dire que j'espère qu'à un moment, il y aura quand même une prise de conscience et qu'il y aura un rassemblement. Et ce que j'essaye d'expliquer aux uns et aux autres, c'est que moi, j'ai joué le jeu pendant 3 ans, depuis que je suis premier secrétaire. J'ai toujours cherché à rassembler l'ensemble de la gauche, à expliquer qu'il faudrait, le moment venu, faire en sorte aussi de se rassembler, de se regrouper pour pouvoir trouver le moyen d'aller le plus sûrement possible vers la victoire. Et donc, comment est-ce qu'on fait le choix? Eh bien, on fait le choix en écoutant les Françaises et les Français. Et ce choix, ils l'ont fait au municipal, au départemental et au régional. Il y a une force émergente, incontestablement, l'écologie politique, mais il y a aussi une force motrice à gauche qui reste le Parti socialiste. Vous ne disiez pas ça il y a quelques mois, hein. Vous disiez que le PS, pour la première fois, pouvait se placer derrière un candidat écologiste. Absolument. Je disais qu'il faudrait, le moment venu, choisir la meilleure offre possible. Ça, c'est fini, ça. Mais pourquoi c'est fini? Non, question. Oui. Mais parce que j'attendais de savoir ce qui se passerait au moment des élections régionales et départementales. À partir du moment où, si on avait eu une situation complètement inverse, si nous avions perdu des régions, si les écologistes en avaient gagné, je vous aurais dit, écoutez, je suis obligé de me poser la question. Sincèrement, je devrais dire, effectivement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut gagner ou est-ce qu'on veut perdre? Est-ce qu'on veut témoigner ou est-ce qu'on veut au contraire assumer les grandes transitions, les grandes transformations dont nous avons besoin? Et donc vous tirez les leçons sur un scrutin auquel n'ont pas participé les 2/3 des électeurs. Et c'est là-dessus que vous tirez vos... Mais à partir de quoi tirez-vous vos propres enseignements? De sondages qui mobilisent 500 personnes. Moi, je préfère me fier à ce que disent des millions de Françaises et de Français qui sont venus voter et qui ont fait un choix et qui l'ont dit clairement. Donc, il y a eu 8 régions dans lesquelles il y avait en opposition socialistes et écologistes, il y avait plus d'1 million de voix supplémentaires pour les socialistes par rapport aux écologistes, et ce sont les seuls à avoir gagné. Donc j'entends bien que ça ne suffira jamais à prouver à qui que ce soit quoi que ce soit. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'à un moment donné, il faut se donner la force d'avancer. Et vous êtes conscient, Olivier Faure, vous êtes conscient que si vous avez au hasard Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et un écologiste qui se présente ou une à la présidentielle l'année prochaine, la gauche est disqualifiée, elle n'est pas au 2e tour. C'est un risque, évidemment. C'est plus qu'un risque, c'est une évidence. C'est peut-être même une évidence, mais enfin, encore que rien ne soit jamais évident dans l'élection présidentielle, on l'a vu à de multiples reprises. Mais à quel moment les autres se couchent? Pardonnez-moi l'expression. Personne ne doit se coucher. L'idée, pour moi, c'est de construire une coalition, c'est-à-dire un projet de gouvernement qui nous permette de nous lier pendant 5 ans. Qu'est-ce que j'entends depuis des mois, des années? Tout le monde dit, Macron, c'est plus possible. Tout le monde dit, en fait, maintenant, il va falloir s'occuper de la transition écologique parce que nous avons 10 ans pour éviter l'irréversible. Ce que j'entends, c'est que depuis la crise sanitaire, et même avant, on nous dit il y a une urgence sociale qu'il faut relever. Si tout cela est urgent vraiment, si tout le monde pense que ces enjeux-là dominent complètement ce qui se passe en Allemagne, en Belgique, dans le nord de l'Est de la France, les intempéries, vous allez y répondre à tout ça? L'urgence climatique? Évidemment, il faut y répondre. On ne peut pas dire que dans 10 ans, il sera trop tard et commencer par procrastiner en disant bon, écoutez, cette fois-ci, on s'en fout. C'est pas grave, on verra bien la prochaine fois. Donc oui, il faut gagner dès à présent, oui, il faut s'engager résolument sur la voie de la transition écologique, de l'urgence sociale, même de l'urgence démocratique. Mais ça suppose évidemment qu'à un moment, on se rassemble derrière l'offre qui paraît la plus à même de l'emporter à l'élection présidentielle. Olivier Faure, quelque chose d'inédit est en train de se préparer. Dans un quart d'heure seulement, un garde des Sceaux sera dans le bureau des juges de la Cour de justice de la République en vue de sa mise en examen. Éric Dupond-Moretti est soupçonné de conflit d'intérêts. Est-ce que s'il était mis en examen, il devrait démissionner selon vous ? Je vous renvoie à ce que disait le président de la République il y a quelques années maintenant, quand il était candidat à l'élection présidentielle. Il disait, quand un ministre est mis en examen, il doit démissionner. C'est ce qu'il disait lui-même, et d'ailleurs c'est ce qu'il a appliqué. Vous avez déjà eu un garde des Sceaux dans ce quinquennat, François Bayrou. Il n'était pas mis en examen, hein. Il y avait un soupçon de... Il a été ensuite mis en examen. Avant. Il est parti juste avant, mais enfin, il a été mis en examen juste après. Et donc c'est même presque
la démonstration est encore plus forte. C'est-à-dire que même non mis en examen, parce qu'il y avait un risque de mise en examen, il avait été débarqué à l'époque avec Marielle de Sarnez, avec Sylvie Goulard, avec Richard Ferrand, qui étaient tous dans des conditions de délicatesse avec la justice. Mais vous avez entendu la contre-attaque du clan Dupond-Moretti, qui est de dire que l'institution judiciaire, en l'occurrence, n'est pas tout à fait neutre dans cette affaire. C'est ce que disent les avocats d'Éric Dupond-Moretti. Moi, je me fie simplement à ce que disait le chef de l'État et ce que j'observe sur ce sujet-là, comme sur les retraites, comme sur le pass sanitaire, il y a Dr Manu et Mister Macron. Et donc, vous avez à chaque fois cette espèce de en même temps, qui d'ailleurs n'est pas un en même temps, mais qui est, en fait, je vous dis blanc et je fais noir. Et donc, c'est ça aussi qui crée la défiance. Vous aviez à l'instant parlé de ce scrutin qui a été marqué par une abstention aussi forte. Mais qu'est-ce que j'entends depuis? Parce que je parle avec les gens. Le 14 juillet, c'était l'occasion de parler avec beaucoup de monde encore, ces heures-ci. Et que me disent les gens? Ils me disent, mais pourquoi est-ce qu'on continuerait à aller voter si, de toute façon, ce que les uns et les autres disent n'est jamais respecté ni tenu? Eh bien, si on veut que les Françaises et les Français s'intéressent à nouveau à la vie politique, si on veut que la défiance ne l'emporte pas, il faut tenir ses engagements. Docteur Manu, Mister Macron, dites-vous, vous estimez qu'il y a un double discours aujourd'hui? Il y a un discours qui est variable selon les circonstances et selon les intérêts du chef de l'État. Donc, en fonction de ses intérêts, il a un discours qui peut varier du tout au tout, et c'est ça qui rend les choses incompréhensibles. Si on n'a pas parlé des retraites, mais regardez, au moment de la campagne présidentielle, il dit 62 ans, on y reste, on n'y touchera pas. Après le grand débat, après donc la crise des Gilets jaunes, il redit exactement la même chose. Il dit ce serait même hypocrite que de vouloir aujourd'hui décaler l'âge légal de départ à la retraite, parce que ce serait complètement fou de l'imposer à des gens qui, après 55 ans, ne trouvent plus de travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que, finalement, si, il faudra faire cette réforme de la retraite et il faudra reculer l'âge légal de départ à la retraite. Comment voulez-vous que les Français aient encore envie de voter? Comment voulez-vous qu'ils aient encore envie de respecter celles et ceux qui sont censés les représenter? Olivier Faure, merci beaucoup, premier secrétaire du Parti socialiste, invité ce matin du 8h30 France Info. Bonne journée à vous.